Salut à tous, aujourd'hui je lance cette vidéo lancée à 130 km/h sur l'autoroute et sans toucher le volant de cette voiture. Effectivement, c'est la première voiture en France à être homologuée avec un système de pilotage automatique de niveau 2. Donc à partir d'aujourd'hui, sur l'autoroute, on n'a plus besoin de toucher le volant. C'est quand même un vrai plaisir de pouvoir faire ça. La voiture peut même changer de fil par elle-même juste avec la puissance du regard. On va voir ça dans quelques minutes. Vous allez voir, c'est complètement incroyable. Cette voiture, c'est évidemment le tout nouveau BMW iX3. C'est ce que BMW appelle le Assisted Driving Pro. Alors, je ne sais pas s'ils ont un nom en français. En tout cas, ma voiture d'essai aujourd'hui est en français et elle appelle ça Assisted Driving Pro. Donc, je vais appeler ça comme ça. En gros, c'est un système qui va gérer évidemment la vitesse donc, de la voiture avec la distance des voitures devant. Donc, un régulateur adaptatif comme on le connaît. On a également le maintien dans la voie comme un régulateur avec maintien dans la voie classique. Là, ce qu'on va avoir, c'est la possibilité de ne pas toucher le volant. Comme vous pouvez le voir, je ne touche pas le volant. Et surtout, la petite nouveauté, c'est que je regarde simplement le rétroviseur. La voiture va activer le clignotant et va changer de voie par elle-même. Alors, je vais vous faire la démo de ce système parce que vous allez voir, c'est quand même pas mal intéressant. On va quitter tranquillement cette aire de repos et je vais activer le système une fois sur l'autoroute. Alors, pour l'activer, on a ce petit bouton ici. On l'appuie. Pour l'instant, sur l'écran là-bas, ça me dit que j'ai encore besoin des mains. En fait, tant que les mains sont vertes, j'ai besoin de laisser les mains sur le volant. Et dès que les mains deviennent blanches, c'est que je n'ai plus besoin. Là, j'ai plus besoin. Donc, je peux lâcher complètement le volant. Et je peux simplement regarder le rétroviseur pour doubler. Alors, pour l'instant, il y a une voiture qui arrive, donc je ne vais pas le faire. Mais dès que la voiture sera partie, je vais regarder le rétroviseur. Voilà, je regarde le rétroviseur. Et je ne touche rien et la voiture double par elle-même. Et ça, on peut continuer comme ça, mais pendant des kilomètres. Là, j'ai plus absolument besoin de toucher au volant. Par contre, ce qui est important, c'est que je regarde bien en direction de la route, parce que dès que je regarde un petit peu ailleurs, par exemple, si je regarde, je sais pas, je regarde. Là, imaginons que j'ai un téléphone ici, que je le regarde. Voilà. Regardez tourner de la route détectée, restez attentif. Elle réagit très très vite, donc il faut absolument quand même rester focus sur la route. Il ne s'agit pas de venir faire n'importe quoi avec son téléphone pendant que ce système est activé. Par contre, il faut avouer que c'est quand même vraiment confortable de n'avoir à toucher à rien. Et juste, voilà, je regarde le rétroviseur pour me rabattre. C'est vraiment agréable de pouvoir rouler comme ça. Ça fait littéralement... ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis parti. Ça fait 1 heure que je touche pas le volant, quoi. Ça fait 1 heure que je laisse la voiture rouler par elle-même. Et c'est un vrai plaisir. En fait, ça apporte un vrai confort. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être un peu moins concentré sur la route. On a besoin de moins maintenir un petit peu toujours la direction. Comme vous pouvez le savoir, si vous possédez une voiture avec déjà un système de conduite un peu assisté, le fait de devoir toujours remettre les mains sur le volant, c'était un peu chiant quand on voyait bien que la voiture était capable de le faire par elle-même. C'était un vrai souci d'homologation en fait. Et là maintenant, ça y est, dans pas mal de pays d'Europe, c'est homologué. En France en tout cas, c'est homologué. En Allemagne, c'est homologué. Là où c'est pas homologué, c'est en Espagne. C'est dommage parce que c'est en Espagne que j'ai essayé ce véhicule, donc la suite de la vidéo va se passer en Espagne. On va parler du design, on va parler de l'intérieur, on va parler des équipements, mais je voulais absolument vous parler de ce système de conduite autonome qui est quand même vraiment incroyable et qui me semble être une des nouveautés les plus impressionnantes de ce BMW iX3. Salut à tous, aujourd'hui je suis super content parce qu'on a enfin le premier véhicule de la BMW Neue Klasse. C'est les toute nouvelle gamme de modèles BMW qui va entièrement redéfinir la marque. Alors le premier véhicule, c'est ce iX3. Il y a plein de choses à en dire, notamment avec cet intérieur complètement incroyable, le tout nouveau iDrive avec un écran panoramique qui est vraiment super intéressant. Cependant, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par son design extérieur. Alors commençons déjà par parler de l'avant. C'est vraiment le tout nouvel avant de BMW. On l'avait déjà découvert avec les concept cars, mais on a vraiment ces énormes optiques ici
qui prennent toute la face avant et les haricots un petit peu verticaux qui sont quand même plus petits que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les BMW actuels. Donc il y en a beaucoup qui râlaient sur les calandres. Maintenant, c'est un petit peu plus petit, voilà. Alors celle-ci est équipée en M Sport. On ne dit plus Pack-M. Je me suis fait engueuler par les personnes de chez BMW parce que j'avais dit Pack-M. C'est pas un Pack-M, c'est la finition M Sport. Et au-dessus, il y a la finition M Sport Pro. On en parlera plus tard pour toutes les différences entre les différentes finitions. Donc celle-ci, on peut en dire que c'est une sorte de milieu de gamme quelque part. On n'est pas sur la version de base, on n'est pas sur la version la plus haute. En termes de design, donc comme je disais, ces énormes optiques qu'on a vues sur le concept, on a également ces calandres Iconic Glow, vous savez, ça veut dire que ça s'allume dans la nuit, c'est assez cool. Moi je trouve que ça fait un peu kéké, mais est-ce qu'on n'a pas tous une part de kéké en nous? C'est tout à fait possible. On a donc ce pare-choc Pack-M qui est assez intéressant avec cette grosse partie noire et les petites parties noires sur le côté qui viennent un petit peu poser la voiture. En fait, si on prend un petit peu de recul et qu'on la regarde vraiment de face, ça vient vraiment créer une certaine stance sur la voiture. Ça vient l'élargir au niveau du bas ici. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on veut quand on dessine une voiture. On veut que la partie haute soit plus serrée et qu'elle vienne être posée sur la route. Et ces parties noires viennent créer cet effet d'un peu plus posé sur la route. C'est ce qui marche, c'est ce qui en fait une vraie BMW. D'ailleurs, il y a quelques petites astuces, notamment au niveau du capot. Est-ce que vous avez vu toutes ces petites lignes sur le capot là? Alors on a l'habitude que BMW vienne dessiner des lignes sur leur capot, mais celles-ci sont assez intéressantes. Le centre du capot est très profilé, même encore plus au niveau du logo, très profilé, et ça l'est beaucoup moins sur le côté. Regardez, on gagne pratiquement 1 cm ici, sur la partie côté du capot. Et en fait, ils ont fait ça, c'est pour lui donner un peu plus de force, un peu plus d'agressivité. C'est-à-dire que quand on le regarde sur le côté, le capot paraît plus haut. Un capot plus haut, ça fait plus solide, plus dur, plus fort. Par contre, un capot plus aérodynamique au milieu, c'est aérodynamique, donc forcément, on gagne en CX. Le CX de cette voiture, malgré ce physique très imposant, très musclé, très violent, il est à 0,24. Donc c'est vraiment pas mal pour un SUV comme celui-ci. On peut déjà parler de ces arches de roue. Hop. Alors ça c'est marrant, les constructeurs adorent faire ça en ce moment. C'est-à-dire ils ont le plat de roue classique comme on connaît. Et au-dessus ils viennent redessiner encore une arche de roue. Ce qui crée une impression que les roues sont encore plus grosses. Alors elles sont déjà pas mal grosses. Je crois que celle-ci on est sur du 20 pouces. 20 pouces de base. Et ensuite en option du 21 ou du 22. Avec des jantes en 22 qui sont magnifique, mais que je n'ai malheureusement pas sur ma version d'essai. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, sur le côté, petite astuce également, je vous dis souvent que les constructeurs aiment bien mettre des grosses parties en plastique noir en bas de la voiture pour venir cacher le fait qu'il y a la batterie. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on ne l'a pas fait. Il y a une toute petite partie noire ici. Donc la partie plastique est vraiment très peu grosse. Pourtant, le véhicule ne fait pas trop massif. Et en fait, on sait exactement pourquoi. C'est grâce à cette ligne-là. Parce que cette ligne-là fait en sorte que toute la partie-là vienne réfléchir le soleil et toute cette partie-là va réfléchir le sol. Donc cette partie-là paraît plus sombre forcément et cette partie-là paraît plus claire. Ce qui vient alléger un petit peu visuellement la voiture et on a vraiment l'impression que la hauteur de la porte, c'est ça. Très astucieux. On a un arrière qui fait très BMW avec un très gros pilier C ici. Vraiment, il est massif. Mais ça donne une solidité visuelle à la voiture qui est assez impressionnante. Pareil, on a des énormes hanches qui lui donnent vraiment un côté très musclé qui marche vraiment bien. Et la même astuce qu'à l'avant, au niveau de cette ligne-là, qui donne un effet un peu plus gros encore à cette jante à l'arrière. Alors, sur l'arrière notamment, on a le pare-choc spécifique à la version M Sport. Donc on a ce diffuseur peint couleur carrosserie. Et la même astuce, on a ces petites lignes ici qui viennent vraiment élargir un petit peu visuellement la voiture, c'est vraiment pas mal. On peut également parler de ces nouveaux feux. Ça, ces feux-là, c'est la toute nouvelle identité de BMW. C'est-à-dire que comme à l'avant, les nouveaux optiques à l'avant, c'est la nouvelle identité BM, là à l'arrière, c'est pareil. À partir de maintenant, chez BMW, on va avoir ces feux arrière. Donc moi je trouve qu'ils sont assez sympas. C'est une vraie réinterprétation de ce qu'on a actuellement. Donc on a encore le L spécifique de BMW. Et puis on va avoir quelques petits chemins lumineux qui s'allument ou pas selon les options que vous avez. C'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, avec l'option Iconic Glow qui vient à l'avant,
vous avez des parties ou non qui s'allument à l'arrière. On en parlera plus tard quand on décrira exactement les finitions de cette voiture. Bon, d'habitude, je me fais ça sur une aire de repos pendant que la voiture charge. Mais en fait, là, la voiture, elle a tellement d'autonomie que je vais faire mon ollie plutôt directement ici, sur le bord de la route. J'ai tout prévu. J'ai prévu ma petite gourde avec les couleurs de l'été. Parce qu'il fait beau. Et évidemment, j'ai prévu mon petit sachet Iced Tea Apple and Green Tea. Et parce que le sachet, il est vert et que ça m'éclate. Et que du coup, c'est celui-ci que je vais me faire. Ouais, en fait, cette caisse, elle a en WLTP, c'est 800 km d'autonomie. En réaliste, du coup, je peux en faire un peu plus de 500. Donc en fait, sur ces essais, je vais pas être obligé de m'arrêter. Donc, autant que je me fasse mon ollie directement ici, histoire d'avoir à boire sur mes 500 bornes d'autonomie. Alors l'eau elle est dans la voiture, je vais utiliser l'eau de la voiture. Oh non, elle s'est fermée. Ça c'est un problème avec les poignées automatiques, c'est que tu te fais toujours avoir bêtement sur ce genre de truc. Alors, j'utilise de l'eau BM quand même, hein. Attention, c'est l'eau officielle de BMW iX3. Par contre, je sais pas ce que ça va donner parce que d'habitude, ils nous filent de l'eau plate. Aujourd'hui, c'est de l'eau pétillante. Alors, je sais pas trop ce que ça va faire. Ça devrait aller. Il va juste falloir que je ne secoue pas trop ma gourde. Alors du coup, si vous voulez bénéficier d'une petite réduction sur votre boisson Oli, si j'arrive à fermer cette bouteille, vous pouvez utiliser le code Laurent Schmitt ou Laurent Schmitt 5. Je n'arrive pas à refermer. Voilà, j'arrive pas à refermer cette bouteille. Alors que celle-ci a été beaucoup plus simple à refermer. Alors, est-ce que ça mousse? Est-ce que je vais m'en foutre partout? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut faire du Oli avec de la boisson, avec de l'eau pétillante? Aucun problème. Maintenant, est-ce que c'est bon? Bon, ouais, c'est pas mal. Ce petit iced tea pétillant est très bon, nickel. Ça aurait pu être un peu plus frais. J'aurais dû prendre de l'eau un peu plus fraîche. Mais bon, on prend l'eau qu'on a malheureusement. C'est reparti. On reprend la route. Allez, on fout ça là. Dans le porte-gobelet. C'est bien pratique qu'ils nous aient fait des gourdes qui ont exactement la taille des porte-gobelets de bagnole. Très pratique. Allez, let's go, on se casse. Alors on est parti faire un petit tour avec ce BMW iX3. Je pense que c'est sur l'intérieur qu'il y a le plus de choses à dire en fait. L'intérieur c'est vraiment là où le gros du taf a été fait, notamment avec ce tout nouveau système iDrive panoramique, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, panoramique iDrive je crois, qui comprend donc tout un système avec cet écran qui est légèrement en biais, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez intéressant, et je me suis rendu compte que sur la version conduite à droite, l'écran est incurvé dans l'autre sens, donc ils ont vraiment développé deux écrans complets pour cette voiture. Et évidemment, le truc le plus impressionnant, c'est la projection qu'on a là-bas. Regardez-moi cet écran qui est complètement fou, qui semble disparaître un petit peu dans le pare-brise. Alors en fait, c'est le même système que les affichages tête haute. En réalité, l'écran il est dans le tableau de bord et il vient se refléter. En fait, il y a une bande en bas du pare-brise qui est fritée. Donc il y a vraiment toute la partie noire qui va permettre de complètement créer cette illusion d'affichage numérique en partie basse. On a vraiment l'impression que c'est un écran, alors qu'en fait pas du tout. Ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs d'avoir quand même un affichage tête haute. Donc en termes d'information, ici on a tellement de choses, c'est assez impressionnant. Bon, ce qu'on n'a plus du coup, on n'a plus de compteur devant. Donc ça a complètement disparu, le compteur devant n'est plus là. On a nos informations sur un écran principal qui est juste devant nous. Donc on va avoir la vitesse, on va avoir la puissance, enfin
notre pourcentage de batterie, nos kilomètres restants, en gros toutes les informations que vous avez d'habitude sur votre compteur sont dans la partie d'écran qui est là. Et ensuite tout le reste ici, c'est des informations supplémentaires que vous pouvez choisir. Donc tout ça c'est entièrement paramétrable. Tout à l'heure je m'arrêterai 2 minutes et je vous montrerai comment ça se paramètre, mais on peut, en gros il y a plein de petites tiles et on peut complètement les changer. D'ailleurs on a également un système d'écran GPS qui vient prendre la place en gros à la place des informations qu'on a là. On a l'écran GPS qui s'affiche, donc on a environ à peu près la même chose que là, mais dans cet affichage qu'on a là-bas. Alors évidemment vous êtes persuadé que le gros point noir de ce véhicule c'est le volant. Il y en a beaucoup qui sont persuadés que le vrai défaut de cette voiture c'est le volant. Pas du tout. Pas du tout. En fait ce volant, je peux comprendre qu'il soit dérangeant pour certains. En fait, on a l'impression qu'il doit être comme ça, avec les barres sur le côté. On a presque naturellement l'impression qu'il doit être comme ça. Et je peux comprendre que ça en déroute certains. En fait, la réflexion de BMW, c'est de se dire de toute façon, on n'a plus de compteur devant nous. Donc, on peut totalement se permettre de mettre une barre sur la partie haute. Et en réalité, c'est pas réellement un problème. C'est déroutant pendant peut-être 10 secondes quand vous montez dans la voiture. Et ensuite, ça devient totalement naturel et ce volant est en réalité vraiment pas mal. Notamment sur le fait qu'on peut mettre sa main naturellement à plein d'endroits. Bah déjà, position naturelle logique, c'est d'avoir les mains à 10h10. Donc là, on a vraiment des encoches pour les pouces et tout, on est vraiment bien. Mais en réalité, on est beaucoup à ne pas tenir notre volant comme ça, comme à l'auto-école. Par exemple, il y en a certains qui le tiennent comme ça. Moi, j'ai tendance à le tenir comme ça. Et en fait, là, c'est tout naturel. Hop, emplacement pour le pouce. Et en vrai, là, on est vraiment bien également. C'est top. Vous pouvez le tenir comme ceci, emplacement pour le pouce, ou alors le tenir comme ça. En fait, il est agréable un petit peu partout. Et je trouve ça assez cool en fait d'avoir un volant où ergonomiquement ça se passe plutôt bien. Non, le vrai problème de cette voiture, il se situe pas au niveau du volant. C'est beaucoup plus grave que ça. On en parlera un petit peu après. Pour l'instant, je voudrais finir sur l'intérieur. D'ailleurs, peut-être que ça serait pas mal qu'on s'arrête 2 secondes et que je vous parle exactement de l'écran qu'on a là-bas. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ah voilà, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Regardez, il y a vraiment le GPS qui vient complètement prendre la place au centre et donc qui vous fait une sorte de deuxième affichage tête haute. Alors qu'en réalité, on a déjà un affichage tête haute ici. On a toutes les informations les plus importantes ici. Et on a encore cet énorme écran qui, en gros, nous donne les informations nécessaires au niveau GPS. Donc, c'est vraiment très cool parce que ça nous permet de faire complètement autre chose sur cet écran. Par exemple, mon passager peut être en train, je sais pas, être sur CarPlay, sur la radio, faire complètement autre chose. Moi, de toute façon, j'ai les informations là-haut et j'ai les informations dans l'affichage tête haute. Donc, comme je vous le disais, tout est entièrement modifiable. Donc ça se modifie forcément avec cet écran là, mais toutes les modifications se font là-bas. Donc en gros on peut mettre n'importe quoi. Si je veux mettre la boussole par exemple à la place de ma batterie, je peux faire ça et hop, ça se change et vous avez ça là-bas. Donc évidemment ça se fait avec toutes les options qu'on a ici. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Cependant je vais remettre ma recharge en haut. Voilà. Alors je voulais quand même vous parler un petit peu de ce volant parce que c'est un volant à 2 branches. Donc on a une branche en bas et une branche en haut. Mais en réalité sur les côtés, regardez, on n'a pas de branche. C'est assez marrant. C'est complètement séparé à cet endroit-là et c'est assez drôle. Alors on a beaucoup de boutons tactiles ici. Alors si vous me connaissez un petit peu, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que moi les boutons tactiles sur les volants, j'aime pas trop ça. Et du coup ici ça ne déroge pas à la règle dans le sens où il y a beaucoup de boutons, genre vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus le slider. Donc ça fait en gros 13 commandes juste sur cette partie du volant et on peut en gros le doubler pour l'avoir de l'autre partie du volant. Donc ça fait vraiment beaucoup de commandes. Alors ce qu'ils ont fait c'est que si vous voyez ils ont rehaussé un petit peu quelques boutons, ce qui fait qu'on peut trouver les boutons sans regarder le volant. Si on connaît un petit peu la disposition des boutons. Il y a un retour haptique, donc quand on appuie dessus, on a un petit feeling de retour haptique, mais dans l'absolu, ce que j'aurais préféré, c'est avoir des vrais boutons à cet endroit-là. Le seul truc qui est assez intéressant, c'est que le rétroéclairage se désactive
quand la fonction n'est pas disponible. Par exemple, là, j'ai le Park Assist qui s'affiche ici parce qu'on est à l'arrêt. Mais si je dépasse les 35 km/h, ce bouton disparaît et je trouve ça quand même assez cool. Alors sinon, on a parlé un petit peu des interfaces, mais on peut parler également de la disposition intérieure. Je vais me reculer un petit peu pour vous faire plus... Voilà, je me suis reculé pour avoir une meilleure disposition au niveau de la caméra. Alors là, j'ai un intérieur qui est un petit peu à terracotta, qui est vraiment pas mal, je trouve. Il est assez sympathique. Je vous montrerai les sièges tout à l'heure. On a le réglage des sièges qui se situe maintenant ici, un petit peu inspiration Mercedes. Alors, on peut régler que très peu de choses au niveau des sièges ici. Si vous voulez régler plus, vous avez le petit bouton ici. Et ça affiche un menu où il y a beaucoup plus de réglages. Donc là, effectivement, on va pouvoir gérer les inclinaisons, les soutiens lombaires, la largeur du dossier, la hauteur, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à régler à ce niveau-là. Et évidemment, on a les mémoires qui se situent ici. Donc en fait, on n'a pas de bouton mémoire ici. Ça va vraiment se situer dans l'interface directement. Sinon, en termes de design général, comme vous pouvez le voir, c'est très dépouillé. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de console centrale ici. On a quelque chose d'assez simple en fait dans tout cet intérieur. Alors quand on en prend avec un peu de couleur comme ça, c'est plutôt sympa. Par contre, si vous prenez l'intérieur de base, vous vous retrouvez avec un intérieur noir. Et je trouve vraiment très triste cet intérieur lorsqu'il est en noir. Il y a également la possibilité de le prendre en blanc. Et je pense que c'est vraiment la bonne décision, notamment parce qu'on se retrouve avec le volant blanc. Et je trouve que c'est l'intérieur qui va le mieux à cette voiture. Alors maintenant, bon, plutôt classique dans tout ce qui est automobile, on va avoir les chargeurs sans fil ici, porte-gobelet ici. On va pouvoir avoir la boîte de vitesse ici, enfin la boîte de vitesse, le sélecteur de vitesse en gros qui est là, avec le frein de parking. Et puis ici, on se retrouve avec un gros rangement sous l'accoudoir. Si on peut également parler de ces nouvelles poignées de porte, qui sont des poignées de porte électriques. Donc voilà, on a ce petit bouton poignée de porte électrique. Donc si les portes sont fermées, ça ne réagira pas. Et je n'ai pas trouvé le bouton de sécurité, parce qu'il y a un bouton de sécurité qui est obligatoire et doit être quelque part. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé, ce qui est un petit peu dérangeant, dans le sens où si jamais la porte reste bloquée, et ben, j'ai pas trouvé de solution simple pour l'ouvrir en cas d'urgence, quoi. Alors en termes de matière, il y a des choses assez intéressantes qui se passent, notamment le tissu qu'ils nous ont mis partout sur la planche de bord ici, qui est assez intéressant dans le sens où il y a vraiment un effet un peu 3D et surtout il y a plusieurs couleurs. On a le même terracotta que l'intérieur. On a également un petit peu de gris et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors par contre, ce tissu rend beaucoup moins bien quand vous avez la version de base avec l'intérieur tout noir, parce que vous vous retrouvez avec un tissu noir qui fait un peu cheap. On n'a pas l'impression que c'est du niveau de gamme de cette voiture. Donc vraiment, je vous conseille de prendre un intérieur un petit peu plus haut de gamme pour avoir des tissus qui sont sympathiques, quoi. Bon, par contre, forcément, ça coûte cher. Tout coûte cher. Cette voiture, dans ma configuration, elle coûte 89 000 €. C'est beaucoup d'argent. Alors le prix de base est carrément moins haut que ça et il va y avoir normalement d'autres versions qui seront encore moins chères. Mais en gros, je peux vous afficher ces tarifs-là qui correspondent donc au niveau de finition par rapport à la motorisation, etc. Alors on peut également parler des places à l'arrière. Là, j'ai réglé le siège avant pour ma position de conduite et on va voir à l'arrière si j'ai suffisamment de place, parce que c'est quand même un BMW X3 censé être assez grand. Est-ce que je suis à l'aise à l'arrière? Franchement, je suis super bien installé en fait. J'ai les pieds qui peuvent passer sous le siège sans aucun problème. J'ai vraiment beaucoup de place pour les genoux et au niveau de la tête, c'est vraiment très très haut à cet endroit-là. Donc non, franchement, là je suis bien. On va avoir deux petites prises USB ici. On a un écran qui doit annoncer pas grand chose. Je crois que c'est une clim Trizone quand même en option. Alors ici on a le petit socle typique de chez BM qui vous permet d'accrocher par exemple une tablette ou quoi que ce soit. Donc, bah, ça c'est pas con, je suis quand même content de le retrouver. Alors la portière à l'arrière qui est relativement simple, on a quand même la couleur intérieure qui se retrouve ici avec la grille de la bonne couleur. C'est quand même assez sympathique et la même petite poignée électrique ici. Par contre, bon, on est sur des plastiques qui sont pas terribles, notamment regardez, on a le petite barre du moulage du plastique qui est vraiment visible ici. C'est un petit peu dommage de la voir. C'est des petites finitions, hein, c'est un petit peu dommage, mais c'est un X3.
Ça c'est un petit peu moussé aussi, pas beaucoup, mais un petit peu. Non franchement ça va, c'est pas si mal. Alors en termes de coffre, c'est pas mal non plus. Bon, évidemment c'est électrique, à ce niveau de gamme on s'attend quand même à ce que ce soit électrique. En réalité c'est pas mal grand, regardez ça va jusque là-bas. Et on a un petit double fond ici où on peut venir ranger des produits, des choses comme ça. Donc franchement c'est pas énorme mais c'est très correct. Ce qui est intéressant surtout c'est qu'on a un frunk pour, j'allais dire pour la première fois chez BMW ils ont un frunk. C'est pas vrai, c'était déjà disponible sur la BMW i3. On avait déjà un frunk sur la i3. Alors, ça s'ouvre par ici comme un capot classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des vérins, c'est sympa. Et ici, hop, on peut avoir le câble de chargement. Et ça, c'est assez marrant. Ça, c'est un système pour venir gonfler les roues. Vous voyez, c'est aimanté. Et en fait, ça vient vraiment se fixer directement sur la roue de cette manière-là. Et je trouve ça quand même assez cool de pouvoir avoir ce système qui, apparemment, de ce que j'ai compris, vous permet de rouler avec le système directement sur la roue et de regonfler avec, en gros, le mouvement de la roue. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je trouve ça assez cool comme système. Alors du coup, je vous ai présenté celle-ci qui est une configuration déjà vraiment pas mal, mais avec des jantes qui sont un petit peu ennuyeuses. Cependant, en option, c'est envisageable d'avoir ces jantes-là. Et celles-ci, elles sont vraiment très très cool. C'est des jantes qui sont inspirées du concept qui était sorti à l'époque, et ça lui va quand même beaucoup mieux. Autre petite différence, mon véhicule d'essai est équipé du pack M, mais il est également possible de l'avoir sans le pack M, et donc on se retrouve avec ce pare-choc là. Regardez, on peut vraiment voir la différence. Pack M ici avec les très grosses ouvertures et nos pack M ici avec la petite lame en dessous. Et finalement, je trouve que c'est pas si affreux. D'habitude les voitures sans pack M sont un peu tristounes, autant je trouve que sur ce iX3 ça rend vraiment pas si mal. Alors évidemment on a également des différences sur le pare-choc arrière, donc on perd complètement le diffuseur et on a ce pare-choc arrière là. Et pour finir, il est également possible d'avoir la version M Sport Pro. Donc là, vous avez les étriers qui passent en rouge et vous avez le diffuseur qui passe en complètement noir. Alors personnellement, je préfère quand la partie basse est peint couleur carrosserie. Mais voilà ce que ça donne si vous prenez la version la plus haute en M Sport Pro. Du coup, dans cette version M Sport Pro, on se retrouve avec ce volant. Donc si vous n'aimez pas la barre en haut, vous pouvez prendre le volant M Sport Pro qui, je crois d'ailleurs, est disponible sur toutes les finitions. Donc pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir ce volant si vraiment vous n'aimez pas le volant de base. Bon, maintenant je suis obligé d'arriver au point noir de cette voiture. Le gros défaut qui, à mon sens, il faut vraiment le prendre en compte au moment où on commande cette voiture. Je trouve que la position de conduite n'est pas digne de BMW. Je trouve qu'il y a un vrai souci en termes de position de conduite. C'est-à-dire que là, mon siège, il est aussi bas que possible. Je ne peux pas le descendre plus bas. Et je vous avoue que je ne suis pas assez bas dans la voiture. Là, le volant, il est vraiment aussi haut que je peux. Il est aussi avancé que je peux. Et pour moi, mon volant, il est trop bas. Là, je suis trop haut par rapport à mon volant. Je n'ai pas la position de conduite que j'aurais voulu. J'aurais voulu un siège un peu plus bas, un volant un peu plus haut. Alors, vous allez me dire que c'est normal, c'est le même problème que chez Peugeot. C'est-à-dire que pour voir l'écran, je ne peux pas monter le volant plus haut. Le souci, c'est que là, je vais prendre la caméra 2 secondes. Mon point de vue, à moi, voilà, mon point de vue, il est comme ça. Donc là, je vais mettre en 0,5. Voilà, mon point de vue, il est comme ça. Donc en fait, j'avais toute cette partie-là encore où je pouvais augmenter mon volant, quoi. Donc je trouve ça vraiment très dommage. Donc voilà, pour moi, c'est le point noir de cette voiture. Est-ce que c'est rédhibitoire? Ça va dépendre de vos réglages de siège en fait. Si vous êtes peut-être un peu moins grand que moi je fais 1m86, donc peut-être si vous êtes un peu moins grand que moi, ça ira mieux. Vous arriverez à trouver la position qui vous convient. Mais je pense qu'avant de commander la voiture, ce serait vraiment intelligent d'aller en concession pour pouvoir s'asseoir dedans, voir un peu ce que ça donne et voir si la position de conduite vous convient. Parce que, à mon sens, ça peut vraiment poser problème.
J'espère vraiment que dans la BMW i3, la berline qui arrive là maintenant, le problème sera réglé. Je pense que peut-être dans une berline, on arrivera à avoir une position de conduite un petit peu différente. Mais si jamais le problème est le même, ça serait vraiment dommage. Ça voudrait dire que BM se perd un petit peu à ce niveau-là. Ce qui est vraiment triste dans le sens où tout le reste de la voiture est vraiment très très bon. Voilà, on peut également parler un petit peu de comment ça roule ce nouveau BMW X3. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On retrouve un comportement assez BM pour le coup. C'est assez précis au niveau de la direction. Le châssis est plutôt bon. J'ai été le rouler un petit peu sur des petites routes de montagne. Et franchement, il se débrouille bien. Il est assez rassurant. Il fait un petit peu oublier son poids. Bon, le poids est toujours là, mais il se fait un petit peu oublier. Et ce qui est intéressant, c'est que sur gros trajets comme ça, il est toujours aussi confortable. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi de réussir à concilier les deux en fait. Alors, après, je ne l'ai pas non plus trop chahuté sur les routes, mais en roulage relativement dynamique, ça tient le coup. En termes de consommation, franchement, c'est très bon. Je ne l'ai pas rechargé depuis hier. Là, je suis à 40%. Il me reste 344 km d'autonomie. Et si je vais dans l'écran, je peux avoir les données de conduite. Et on peut voir que j'ai déjà parcouru 310 km. Donc 310 km, 60% utilisé. Après, j'ai roulé un petit peu comme un idiot sans consommer beaucoup en réalité. Parce que vraiment, j'ai roulé un peu fort sur les autoroutes et un peu comme un idiot dans les montagnes. Et je suis à 19 kWh au 100 km. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment de super données. Encore une fois, il faudrait que je le prenne par chez moi sur les routes que je connais, voir combien je consommerai sur ces routes-là par rapport aux consommations que je fais avec ma voiture perso ou avec les autres voitures que j'ai eues en test. Je pense que ce serait assez intéressant. Écoutez, en attendant, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.